Alors, je vous informe de la démission de M. Michel Fratt de son rôle de conseiller municipal et son remplacement par Mme Sophie Mahé. Ah oui, Elle va remplir une longue mission. Ça va être long. c'est maintenant ou jamais. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va procéder à l'appel. Donc, Gabriel Nickel présent, Gabriel Germain, Coralie Morvan, Albert Marel, Catherine Michaud-Varenne, Grégory Allenbach, Alexandra Edelstein, Fabrice Matois, Fabienne Cazola-Romaïfer, Béatrice Belmont, Frédéric Lagescarde, Natacha Arnaud, Nathalie Boll a donné pouvoir à Christophe Ollier, Stéphanie Gendron a donné pouvoir à Gabriel Germain, Lydie Chambeux, Ludovic Laforêt, Éric Poirier, Céline Matonnet, Laurine Closon a donné pouvoir à Céline Matonnet, Didier Debarge, Valérie Merle, Christiane Hardy, Christophe Ollier, Florence Iacono, Quentin Guilleux a donné pouvoir à Lydie Chambeux, Luc Souillard, Stéphanie Oerbenec, Marine Millot, Sophie Mahé. Je vous remercie. On va nommer secrétaire de séance. Je vous propose Natacha Arnaud. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, unanimité. Alors, on devait présenter, voter le compte financier unique, enfin plutôt voilà, c'est ça, mais comme il y a un retrait qui est exigé par la DGFiP suite à d'énormes problèmes informatiques qu'il rencontre, et étant donné que ce dernier il a été inscrit à l'ordre du jour, il va être présenté pendant la séance, mais le vote est reporté. La présidente de la séance donc peut être assurée par le maire, donc par moi-même. Voilà. Donc on va voter le compte rendu du précédent conseil municipal. Est-ce qu'il y a des observations à ce sujet? Non. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport numéro 1. Il s'agit donc du fameux compte financier unique 2025 de la commune, et il va vous être présenté ce soir par M. Albert Marel, adjoint délégué aux finances et à la commande publique durant ce mandat. Donc le compte financier unique, qui est une présentation parce qu'on ne pourra pas le voter, comme l'a dit M. le maire. Vous avez les tableaux qui vont s'afficher sur les écrans. Attention, voilà. Donc la section fonctionnement cette année 2025, donc en dépenses on a fait 11 290 000, en recettes 12 400 000, on a un résultat de l'exercice excédent 1 107 000, on va dire 108 si on arrondit. On avait un excédent des exercices précédents de 1 648 000, donc on clôture le fonctionnement en excédent 2 756 000 euros 244. Pour la section Invest, en dépenses 2 800 000, 2 817 000, en recettes 3 199 000, un résultat de l'exercice, un excédent en investissement de 380 594 euros, des restes à réaliser de moins 4 388 euros. Donc on a un résultat de l'exercice N-1 de l'année précédente de 1 625 000. Donc on clôture un déficit de la section investissement à moins 1 247 875 euros. Ce qui nous donne un résultat global de 1 508 368 63 euros pour l'année. Vous avez sur la slide suivante la petite représentation qu'on fait tous les ans. Donc les recettes de fonctionnement, on en a parlé, 12 401 000. Je vais faire un petit zoom sur les recettes de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on a dans ces recettes? On a les produits des services du domaine. Donc cette année, on a les cantines, parce qu'avant c'était dans la caisse des écoles. On a pour pratiquement 700 000 euros. Les impôts et taxes, donc c'est principalement la métropole, les assets de la métropole. On en a pour 3 479 000 euros. La fiscalité locale, donc principalement les taxes foncières, 6 700 000.
Donc après on a autres produits de gestion courante, mais donc les principales recettes, donc on est bien à 12 400 000 de recettes. Les dépenses de fonctionnement, si on prend les dépenses principales, donc on a les charges à caractère général, donc ce qu'on appelle les achats, 4 342 000, les charges de personnel et frais assimilés, 5 477 000. Les pénalités, les atténuations de produits, le 0,14, donc on est pour ça. Donc c'est principalement les pénalités SRU, on est à 161 000. Et les charges de gestion courante pour 516 000 euros. On a après une charge intéressante à connaître, c'est les charges financières, donc l'intérêt de la dette, 287 684 euros. Donc on a bien un résultat, un autofinancement sur la section fonctionnement de 1 108 000 euros. Les recettes d'investissement supérieures aux dépenses d'investissement, donc on a un excédent, on dégage un excédent de 378 000 euros. Et on finit l'année avec un excédent cumulé de 1 508 000 euros. Donc on a fait une bonne année et on va passer les résultats affectés. Donc on vous proposera, quand on aura voté le BP, donc on a les recettes de fonctionnement 1 508 000 qu'on mettra au chapitre 002, les dépenses d'investissement 1 243 000 qu'on mettra au chapitre 001. Ça représente le déficit cumulé d'investissement. Et on va faire au compte 1068, le fameux compte qui sert de transférer l'argent du fonctionnement vers l'investissement à 1 248 000, ce qui représente le déficit d'investissement plus les reports d'investissement des excédents à 4 000. 1 243 et 4 000, ça fait 1 147 et quelques, donc on mettra 1 248. Voilà, j'ai fini ma présentation. Donc on passe pas au vote. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? S'il n'y a pas de remarques, on passe au rapport, au bilan financier. Rapport d'orientation budgétaire. Tu me passes à... Donc je vais vous présenter on va vous présenter avec M. le maire le rapport d'orientation budgétaire. Donc on va parler des recettes de fonctionnement en premier. Elles sont là. Donc on a fait un historique, nos services nous ont fait un historique donc de 2019 à 2025. On a des recettes de fonctionnement qui sont, on peut dire, dynamiques, puisqu'elles ont augmenté de 19% depuis 2019. Elles ont été optimisées dès que cela a été possible et pertinent. D'autres recettes sont rigides et sans pouvoir d'action communale. Nous en parlerons plus tard. On va détailler un peu ces recettes. Donc on retient qu'on a eu 19% de progression sur nos recettes de fonctionnement. Les recettes, si on zoome sur ces recettes de fonctionnement, on a des recettes dynamiques. La fiscalité qui a évolué, l'optimisation du patrimoine et les produits, des services et droits de place évoluent également. Donc la fiscalité, si on prend la fiscalité, aujourd'hui dans le compte 2025, elle place à 6,7 millions. L'optimisation du patrimoine a également rapporté à la commune, puisque les recettes des loyers, vous savez qu'on a investi dans des travaux pour réhabiliter des bâtiments, on fait des locations, donc on a des recettes qui ont augmenté de 146%, et on a en 2025, ça représente 700 000 euros. Les recettes rigides ou qui se dégradent, on va parler alors elles sont fixes, c'est les attributions de compensation de la métropole, elles représentent plus de 3,2 millions. Elles ne sont pas revalorisées avec l'inflation. C'est-à-dire que nos dépenses augmentent, mais les dotations de la métropole ne sont pas revalorisées. Si on cumule depuis 2019, donc on avait une inflation de 16%, ça représente une perte de 500 000 euros sur l'année. Et donc sur ces recettes, on est à 3 200 000 euros.
Les dotations de l'État, on en a souvent parlé, on va en reparler encore une fois, elles ont diminué depuis 2014 et elles continuent à diminuer tous les ans. En 2014, on avait une dotation de l'État qui était à 1 600 000 €. En 2025, elle pèse 700 000 €. Donc, moins 900 000 €. Et si on fait les pertes cumulées depuis 2014, on est à 8 millions d'euros de pertes. On va passer aux dépenses de fonctionnement. Donc les dépenses de fonctionnement, vous avez le tableau, elles ont augmenté de 19%. Elles sont soumises à l'inflation, on a dit 16%. On l'a évoqué précédemment. On a donc une augmentation des dépenses de 19% avec une inflation à 19%. Donc l'augmentation de 19%, c'est 1 660 000 €. Il faut savoir que dans ces dépenses, si on prend la slide suivante, on a le coût de l'énergie qui a augmenté. Depuis 2020, on a pris 1 400 000 € de coût de l'énergie si on fait le cumulé. Cette année, le coût de l'énergie pèse 208 000 €. 280 000 €, pardon. Donc les dépenses maîtrisées qui évoluent mécaniquement, les dépenses du chapitre 011 augmentent de 17%, sans intégration du périmètre de la caisse des écoles, parce qu'on l'a rentré que cette année. L'inflation augmente de 16%. Les dépenses de personnel, elles représentent 51% du budget de fonctionnement. Elles évoluent autant que le glissement lié technicité qui est estimé à 2,5% d'évolution par an, ce qui nous fait 15% en 5 ans. Les pénalités pour les logements sociaux, avant déduction, ont augmenté. La pénalité majorée de 100% contre 10% avant 2023, donc on a eu une augmentation de cette pénalité. Pour réduire ces pénalités, la commune peut soit subventionner des opérations de logements sociaux, soit réaliser des travaux en faveur des logements sociaux, soit constater une moins-value pour un programme concernant des logements sociaux. Nous, on utilise ces 3 leviers pour réduire nos pénalités SRU. Il faut savoir qu'en 6 ans de mandat, on aurait dû payer 1 600 000 € de pénalités. On a pu activer 830 000 € de réduction d'impôts et on a quand même payé 770 000 € de pénalités SRU. Et pour finir, si on fait les recettes et dépenses de gestion, si on compare ces deux chiffres, donc on a ce qu'on appelle l'épargne de gestion et on peut voir les 2 courbes qui sont pratiquement parallèles sur toute la durée du mandat. On finit l'année avec une épargne de gestion à 1 751 000 € qui augmente de 7% par rapport à 2024. J'ai fini ma partie, monsieur le maire. Merci Albert. Bon, ça donne un panorama assez concret de la situation qu'on a vécue depuis le début du mandat et puis de la manière dont on a réussi à inverser certaines choses en matière de consommation et de fonctionnement et de contrôle de nos investissements. Pour rappel, depuis 2020, on a investi environ 2,6 millions d'euros par an, c'est quand même assez conséquent. Alors je rappelle que ça a été principalement fait grâce aux aides de nos partenaires institutionnels comme le département, comme la métropole, enfin de la métropole aussi, oui, et puis l'État, même si l'État s'investit de moins en moins dans nos dépenses. Voilà, un niveau d'investissement qui reste ambitieux. Le niveau annuel d'investissement, il était de 2 millions d'euros par an sur le précédent mandat, donc on peut quand même voir la différence. Et au total, nous avons investi à peu près 15,4 millions d'euros depuis donc 2020. Ces dépenses d'investissement, elles ont été budgétées toujours avec sincérité. Et quand on parle de sincérité, ça s'exprime notamment depuis 2021 avec un taux d'exécution de dépenses qui est environ de 80%. Vous pouvez le voir, c'est le différentiel entre la barre orangée et la barre rouille, on va dire, au niveau des couleurs. Voilà, donc vous voyez comment c'était en 2017 et à quel niveau on arrive sur les 3 dernières années au niveau du taux d'exécution
ça aussi, je pense que c'est le reflet d'une gestion rigoureuse et avec un respect des sommes demandées au niveau des collectivités. Et donc les sommes engagées sont en lien avec les sommes demandées, qui est aussi un gage de reconnaissance de la part des collectivités lorsqu'on fait des contrats d'aide, puisqu'ils sont plus enclins à prêter à des communes qui consomment ce qu'on leur prête, quoi. Voilà. Je ne ferai pas de comparaison, mais quand on pense à la ville de Marseille qui se voit toujours comme des exemples, je crois qu'ils étaient au niveau du taux d'exécution je crois à moins de 60%, quelque chose comme ça. Donc les donneurs de leçons ne sont pas toujours ceux qui sont exemplaires en la matière. Voilà, donc une trésorerie qui nous permet de préserver une capacité d'investissement tout au long du mandat. Donc voilà. Sur les principaux investissements de 2025, pour rappel, nous avons eu la revitalisation du centre-ville avec la requalification de la place Guerre pour 3,5 millions d'euros, mais aussi, comme je le disais précédemment, la création d'appartements, d'appart-hôtels. Donc voilà. C'est pas en 2025, c'est du mandat, excusez-moi. Ah oui, parce que là, on a fait tout ça en 2025, c'est waouh. Oui, on fait attention parce que c'est très bien que si on se trompe, vous allez être là pour nous corriger. On est surprise. Oui, écoutez, c'est du coup la surprise n'est pas de longue durée, parce que vous avez la réponse à votre surprise. Donc voilà, la réalisation de travaux de voirie aussi pour 3,9 millions d'euros. La modernisation de nos bâtiments pour 2 millions d'euros. L'aménagement d'espaces publics pour 1,7 million d'euros. Et puis la modernisation continue de l'éclairage public pour 0,9 million d'euros. Voilà, c'est en lien à la fois avec notre projet. Puis voilà, quoi. Je veux dire, il faut savoir aussi que effectivement, on pourrait nous dire qu'on a vendu du patrimoine. Moi, je dirais plutôt qu'on a valorisé notre patrimoine. C'est-à-dire qu'on avait un patrimoine qui était un peu dormant. Ce patrimoine aujourd'hui nous permet d'encaisser des loyers, de faire rentrer de l'argent. On a aussi créé du patrimoine puisqu'on a aussi acheté des biens. Voilà, il faut le savoir aussi. Et que ce sont des biens qui seront le patrimoine de demain. Quand je parle de patrimoine dormant, oui, c'est vrai, j'entends aussi, donc je réponds aussi aux choses que j'entends. Et on pourrait dire qu'on vend du patrimoine. Moi, je prends l'exemple de l'ancienne 8e mairie. Voilà, effectivement, c'est peut-être un patrimoine qui a été vendu par la ville. Mais finalement, ce patrimoine, est-ce qu'il n'appartient pas à la ville avant tout et aux habitants? J'imagine que cette mairie, elle disparaîtra pas d'aussitôt. Et puis que nous, on est de passage. Le vrai patrimoine, c'est ce qui reste. Hein. Donc cette opération, elle a notamment permis de réhabiliter complètement un bâtiment en respectant ce qu'il était au point de vue architectural, et puis de lui donner une deuxième vie et de faire en sorte qu'aujourd'hui les habitants vont pouvoir passer devant un beau bâtiment qui a été bien réhabilité, qui au passage nous a permis d'être moins pénalisés au niveau de la pénalité SRU, puisque grâce à cette opération on a fait des déductions de pénalités. Voilà, donc voilà. Suivant comment on peut tourner, entendre les choses, on peut leur donner un sens totalement différent. En ce qui concerne les recettes d'investissement, depuis 2020, la commune, elle a fait, comme je vous le disais, des demandes de financement auprès des partenaires institutionnels. Pour rappel, et c'est un schéma qui est un tableau qui est assez intéressant, parce qu'on y voit vraiment le nombre de dossiers qui ont été constitués par nos services. Et si on prend en général, on s'aperçoit que pour 92 dossiers qui sont retenus, qui sont financés, il y en a 136 qui ont été montés par nos services. Donc quand on parle du travail énorme qui est fait par les services pour pouvoir obtenir des subventions, il faut savoir qu'il y a énormément de travail qui est fait, et sur tout ce travail qui est fait, finalement on s'aperçoit qu'il y a parfois du travail qui débouche pas forcément sur des réponses. Et donc c'est aussi la capacité à monter de nombreux dossiers qui permet d'en avoir le nombre que vous voyez qui sont pris en charge. On voit l'importance du département, hein, 113 dossiers constitués, 85 dossiers qui sont répondus. La métropole, 1 pour 3 dossiers montés. L'État, 14 dossiers constitués pour 4 dossiers retenus.
Tout à l'heure, tu disais qu'on avait les DGF, les dotations de financement qui étaient sans cesse en descente. Et moi, j'ai envie de dire, non seulement les aides de l'État diminuent, mais l'année dernière, on a quand même eu une nouveauté, c'était le DILICO. C'est-à-dire, c'est une ponction sur nos finances pour financer l'endettement de l'État. Donc non seulement l'État se désengage de ses financements, mais en plus se met à nous ponctionner pour rembourser la dette qu'ils ont eux-mêmes créée. Voilà, c'est une petite observation, chacun en fera ce qu'il veut. Nos partenaires, donc, comme je vous le disais, principalement le département, qui va aussi être impacté par la situation financière de notre pays. Donc on est dans une incertitude totale. Le prochain budget de département, les prochains budgets métropolitains et les prochains budgets régionaux seront forcément impactés. Et il va falloir continuer à travailler avec cette rigueur et avec la qualité de nos services pour essayer d'arriver à s'en sortir, de pouvoir continuer à investir, mais en étant aidé au maximum, parce que sinon on ne pourra pas beaucoup investir. Entre 2020 et 2025, 7 millions d'euros de recettes aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Voilà, je pense que de ce côté-là, je pourrais terminer avec la dette et l'encours de la dette. C'est vrai qu'on nous dit qu'on le dit beaucoup, mais oui, on le dit beaucoup parce que c'est vrai. Il faut dire les choses quand elles sont réelles. Voilà, un encours de dette qui a été diminué par 2, qui est passé de 10,5 millions en 2019 à 5,2 millions aujourd'hui. Voilà, on est passé de 1080 € de ratio par habitant de dette et on arrive à 570 € par habitant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est passé en dessous de la strate moyenne nationale. Et ça, il faut le dire aussi. Aucun nouvel emprunt souscrit pendant ce mandat. En 2019, bon, je vous l'ai dit, voilà, on avait 10,5 millions d'euros et on est à 5,2 millions aujourd'hui. Voilà. Nous ne sommes plus une commune surendettée. Et on a su malgré ça maintenir un niveau d'investissement en remboursant cette dette. Voilà. Les orientations et les perspectives pour la nouvelle mandature, c'est toi qui nous en as parlé, mon cher Albert. Ouais. Je voudrais simplement revenir sur un point que tu as évoqué, les recettes d'investissement. Donc Yannick disait que l'État, on a fait 14 dossiers, ce qu'il a dit, pour 4 dossiers retenus, pour une somme de 142 000 €. Ça représente beaucoup de travail pour pas beaucoup de résultats au niveau de l'État. Et simplement pour reprendre un chiffre qu'on a déjà dit mais qui est important, 7 millions de recettes, 2 millions de FCTVA sur les 15,4 millions d'euros de travaux, on a eu 6,4 millions d'euros en autofinancement. Donc 15 millions de travaux ont coûté à la commune 6,4 millions d'euros. C'est des chiffres. Grâce à ce travail de recherche et de financement. Bon, on passe. Les recettes de fonctionnement. Donc la projection pour 2026. Le rapport d'orientation budgétaire a été rédigé en période d'incertitude sur la loi des finances. Vous avez suivi le sketch. Donc même après sa promulgation mi-février, des larges zones d'ombre subsistent. La fiscalité locale, principalement la taxe foncière, subira une légère dynamique liée à l'inflation de 1%, ce qui représente environ, par rapport au chiffre que l'on a, 62 000 €. Les attributions de la métropole devraient rester stables. On a vu qu'elles n'étaient pas indexées sur l'inflation, mais elles ne diminuaient pas. Par contre, il y a une part variable de ces dotations qui pourrait baisser de 187 000 €. A priori, les dotations de l'État devraient encore continuer à diminuer. On a estimé une baisse de 35 000 €. Donc au global, sur une première constatation, on va avoir des recettes qui vont baisser de 160 000 €. Les dépenses de fonctionnement. Alors, les pénalités SRU pour une carence de logement vont passer à 376 000 €. Ça représente une augmentation de 283 000 € par rapport à 2025. Donc 283 000 € de plus. Le coût des fluides devrait continuer à diminuer en 2026. On estime une baisse à 155 000 €. Les dépenses de personnel subiront une progression contenue, puisqu'on estime qu'elles vont être égales ou inférieures au fameux GVT, glissement vieillesse technicité, qui est estimé à 2,5 €.
Pardon, 2,5%, ce qui représente 110 000 euros. Donc, globalement, on devrait avoir des dépenses qui vont augmenter de 295 000 euros. Et c'est... Je passe la main à monsieur le maire. On est sur les recettes des investissements. Donc au niveau des orientations 2026, au niveau investissement, on sait tous la situation dans la période dans laquelle on est, mais on peut gager sur le fait que le désendettement de la commune se poursuivra, même si j'ai entendu, j'ai lu des articles de journaux sur lesquels certains candidats voulaient regretter d'avoir des subventions pour faire leurs investissements et ne voudraient investir que dans les choses rentables. Donc je ne sais pas quelle sera la technique. En tout cas, nous, on mise sur des gens qui voudront continuer à désendetter la commune avec un ratio d'endettement qui, dans la continuité, devrait réduire et devrait être à 570 euros par habitant, avec des dépenses qui sont liées aux intérêts, au remboursement du capital et qui réduisent d'environ 15 000 euros. Il y a des recettes d'investissement qui sont d'ores et déjà votées par nos partenaires, que ce soit le département ou autre. Il y en a beaucoup. Nous avons 18 dossiers qui sont déjà votés et pas encore réalisés, et qui représentent des subventions potentielles de 4,5 millions d'euros pour la commune. Voilà, donc oui, effectivement, des dossiers avec des subventions, nous, ça nous paraît normal. Voilà, des investissements qui sont déjà financés, qui sont prévus, comme nos projets d'autoconsommation dont on a déjà parlé, les travaux de voirie qui ont été déjà annoncés sur la colline, dans le centre ancien, sur la ligne Général de Gaulle, et aussi en fonction du PUP au niveau des Esprados, si ce projet a la possibilité d'avancer. Ce qu'il fera, c'est une question de temps, puisqu'aujourd'hui il a été quand même intégré. Voilà. La rénovation du groupe scolaire Jean Jaurès, avec une autorisation de programme qui sera proposée à l'Assemblée lors du vote du budget, et l'éclairage public avec des travaux notamment dans les cimetières, l'amélioration de la médiathèque et la rénovation des bâtiments qui se poursuit. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui vient de vous être proposé? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Mais on a dit qu'on ne votait pas. Celui-là, Laurent, oui, on vote. Attends, je vais demander à M. Poirier au courant. Rapport numéro 3, il s'agit d'une attribution de marché à procédure adaptée pour la maintenance, la réparation, la rénovation et la modernisation des installations du réseau d'éclairage public de la commune de Melot. Je laisse la parole à Albert Mahel. Alors, ce marché du réseau d'éclairage public arrive à échéance le 20 janvier 2026. Il va être renouvelé d'une durée d'un an, renouvelable 3 fois, soit 48 mois maximum. Ce marché est divisé en deux parties. Une partie forfaitaire, l'entretien courant et la maintenance des installations, et une partie à bon de commande pour les travaux de rénovation des installations. Le montant minimum hors forfait de commande pour chaque période est de 45 000 euros et le montant maximum pour les hors forfait de commande pour chaque période est de 250 000 euros. L'appel public à la concurrence est paru au BOMP le 2 décembre 2025. La date limite de réception des offres était fixée au 2 janvier 2026 à 14 h. Les critères de sélection étaient les suivants: 50% pour la valeur technique de l'offre et 50% pour le prix des prestations. Les offres qu'on a reçues, donc au niveau des prix de la prestation: Noël Béranger pour 248 102 euros, Infra-Méditerranée 291 674 euros, CGLEC Infra-Sud Est 255 000 et la SNEF 434 000 euros, presque x2 le prix de Béranger. Ensuite, sur la valeur de la note technique, Béranger sort en premier avec 46,5, CGLEC Infra-Sud en second avec 38,5, Infra-Méditerranée troisième à 37,5 et SNEF, qui était le plus cher, sort quatrième avec 26,5 de valeur de note technique.
Donc la commission des marchés à procédure adaptée s'est réunie le 4 février 2026 à 10h30 et a émis un avis favorable à ce classement, les élus de l'opposition s'étant abstenus. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'attribuer le marché d'entreprise à la SAS EGE Noël Béranger qui propose l'offre économique la plus avantageuse et d'autoriser M. le maire à signer les pièces du marché. Les crédits nécessaires, bien sûr, sont prévus et inscrits sur le budget de fonctionnement et d'investissement aux articles nanana pour l'année 2026. Le conseil municipal, si vous n'avez pas de questions, avez-vous des questions? Donc vous êtes invité à vous prononcer sur l'attribution du marché à procédure adaptée pour la maintenance, la réparation, la rénovation, la modernisation des installations du réseau d'éclairage public pour l'entreprise SAS EGE Noël Béranger et autoriser M. le maire à signer les pièces du marché. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté, je vous remercie. Rapport numéro 4, il s'agit de l'approbation des avenants de prolongation de la durée du marché de maintenance horticole générale, de propreté et maintenance des réseaux d'arrosage. Albert? Donc celui-là, le marché, il a été signé le 8 avril 2022, donc il finit le 10 avril 2026 pour le lot 1 et pour le lot 2 et 3 le 11 avril 2026. Donc le lot 1 c'est maintenance horticole générale et propreté sur voirie maintenance d'arrosage. Il est aujourd'hui à la SRV Bamontel. Le lot 2 c'est prestation de débroussaillage, propreté sur voirie, espace d'accompagnement, c'est EL Forestier qui l'a. Et le lot 3 marché réservé, maintenance horticole générale et propreté et maintenance des réseaux d'arrosage, c'est la COPSOC. Donc ce marché arrivé à échéance, on a décidé la période électorale. La procédure de passation du marché coïncide avec la période électorale, donc on a décidé de prolonger ce marché. La prolongation de la durée du marché actuelle durant la période de passation du marché, soit une prolongation de 3 mois, permettrait de valider la passation de nouveaux marchés ainsi que des pièces par les membres du conseil municipal pour le mandat 2026-2032, donc le nouveau conseil municipal. Ça aurait lieu donc en juillet 2026. Cette prolongation du marché aura une incidence financière sur le montant du marché initial, c'est normal. Donc vous avez un tableau avec les ajustements du marché sur la partie forfaitaire où on augmente de 22,57%. Et après vous avez le tableau final où on a le marché forfaitaire et les bons de commande où l'augmentation globale donc, est de 15,47%. Donc on a un marché total hors taxe avenant forfaitaire plus accord cadre de 190 555,44 €. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 4 février 2026 à 11h. Après avoir pris connaissance de la présentation de la modification du marché envisagée et a donné un avis favorable à la rédaction des avenants. On propose à l'Assemblée délibérante d'approuver les avenants de prolongation de durée du marché pour chacun des lots et d'autoriser M. le maire à les signer. Les crédits nécessaires sont prévus et inscrits sur le budget de fonctionnement. Et le conseil municipal est invité à se prononcer sur les avenants de la durée du marché et de s'y annexer et à autoriser M. le maire à les signer. Je ne sais pas si vous avez une question. Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Sur le rapport numéro 4. Rapport numéro 5, approbation de la vente aux enchères des véhicules Clio FS 279 LY sur le site Agora Store. Monsieur Marel. Alors, le conseil municipal, on rappelle... J'ai mis un peu de pastis. Donc, le conseil municipal a approuvé le 29 septembre 2025 le contrat cadre de mandat et fourniture de prestations de vente aux enchères publiques en ligne avec la société Agora Store, société spécialisée dans la vente en ligne aux enchères de biens publics. Cette vente en ligne favorise les enchères citoyennes et permet à tous d'acquérir et de profiter des biens dont la collectivité n'a plus d'utilité pour leur donner une seconde vie. Cette vente concerne le véhicule communal de marque Renault Clio, immatriculé FS 279 LY, et elle est équipée police municipale. Son prix est estimé à 14 500 € et ce véhicule ne répond plus aux besoins de la commune. Pour rappel, en application de la délibération du 10 décembre 2020, le conseil
municipale a donné délégation à M. le maire pour décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Au-delà, le conseil municipal est compétent pour décider des conditions de vente. Donc, on vous propose de procéder à la mise en vente du dit véhicule aux enchères sur le site Agorastore au prix de départ de 8 700 €, 60% de sa valeur estimée. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la mise en vente du dit véhicule aux enchères sur le site Agorastore et autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, en quoi le véhicule ne convient plus à la mairie? Alors, Ou si la police vous voulez, municipale. l'histoire, en fait, elle remonte au précédent mandat. C'était un véhicule qui avait été acheté à la demande du précédent chef de la police municipale, qui s'en servait principalement pour faire des allers-retours pour aller chez lui. Et aujourd'hui, le véhicule ne sert plus parce qu'il n'est pas vraiment adapté. C'est un véhicule de type léger pour mettre du matériel, pour transporter la police municipale. Moi, je vous dis ce qu'ils me disent, hein, et c'est vrai que c'est pas très adapté pour y mettre du matériel et voilà. Et donc l'idée, au lieu de le laisser servir à rien, on le fait reprendre. Il est en très bon état, hein. Il n'a pas pourri, je peux Non, mais il est en très bon état. Mais bon, l'idée c'est de le mettre sur un site qui est adapté à ça, parce que vous imaginez bien qu'un véhicule de police équipé police municipale va principalement intéresser une collectivité qui a besoin de ce style de véhicule qui est plus du fait, en fait, ce genre de véhicule correspondrait plus à des grandes collectivités où on a des chefs de PM qui ne sont pas vraiment sur le terrain, mais qui sont plus des agents voilà, hautement qualifiés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur Velo. Donc l'idée, il y a des besoins aussi aujourd'hui en termes de véhicules, d'avoir des véhicules un peu plus de style pick-up, SUV, qui leur permettra d'aller plus dans des endroits un peu plus durs d'accès. Donc voilà, ça passe par la vente de ce véhicule, par un billet qui est totalement celui qui se fait comme avec l'UGAP pour les achats au niveau des collectivités. Donc, au lieu d'attendre qu'ils perdent encore de la valeur, je pense que c'est mieux de le vendre maintenant. Et par rapport à son prix d'appel, Oui. pourquoi il est inférieur à l'estimation? C'est ce qui se passe au niveau des enchères en général, ça commence à ce prix-là, et on sait très bien que quand une enchère n'atteint pas le prix de base qui est fixé, j'ai pas regardé exactement comment il fonctionne celui-là de système, mais bon, c'est ce qui se fait au niveau des mises à prix sur toutes les applications, tous les sites de vente des enchères. Quand on regarde les prix de mise en vente, on se dit tous waouh, ça vaut le coup, puis après quand ça commence à arriver au prix, on arrive au prix qui se font. Il y a une question? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au rapport numéro 6. Il s'agit de l'acceptation d'un don grévé d'une condition. Je passe la parole à Coraline Orlan. Alors, par courrier du 4 décembre 2025, M. Patrick Conti propose à la commune le versement d'un don de 5 000 € pour la commune pour une borne incendie dans les 200 mètres du terrain dont il est propriétaire, qui est situé au 5 allées Alphonse Tavon à Velo. C'est sur la commune. Monsieur Patrick Conti donc, est propriétaire de ce terrain et il est en instance de le vendre à la SCIA FLM9 sous condition donc d'obtenir le permis de construire du projet de construction de la SCI. Ce permis donc a été délivré le 30 janvier 2006 et en vertu du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie des Bouches-du-Rhône en vigueur, l'absence de borne incendie disponible à moins de 200 mètres des logements prévus a conduit le service municipal en charge de la DCI à émettre donc un avis défavorable lors de l'instruction du permis. Toutefois, le plan de masse annexé au projet fait apparaître donc l'implantation d'une borne incendie en terrain privé dont le financement pour un montant de 15 161 € TTC sera à la charge donc des pétitionnaires pour leur propre utilisation, ce qui a conduit à une délivrance du permis de construire. Il est précisé que donc les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie, c'est les DECI, et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Cette compétence avait été confiée donc à la métropole
et la commune a récupéré la compétence en 2023. Donc cette situation s'inscrit dans un contexte de fonds lacunaires du quartier de la Colline vis-à-vis de la DECI. Il s'avère que la quasi-totalité des riverains de la rue Léon Vérane et l'allée Alphonse Taban se situent dans une zone non desservie réglementairement par la DCI, ce qui fait de facto l'obstacle à l'obtention de toute autorisation d'urbanisme qu'ils souhaiteraient obtenir, sauf à y pouvoir eux-mêmes. Donc la commune a fait établir une estimation pour l'installation d'un poteau incendie pour remédier à ça. Donc à la hauteur de la rue 12 rue Léon Vérane par la société des zones Marseille pour un devis à 10 073,88 €. Donc l'installation de ce nouvel équipement bénéficiera à l'ensemble des riverains du quartier situé dans les 200 mètres de son implantation, dont M. Conti. C'est donc dans ce contexte que M. Patrick Conti se propose de participer au financement de cet ouvrage et on propose à l'Assemblée délibérante d'accepter le don de 5 000 € de M. Conti pour la réalisation d'un ouvrage DECI dans les 200 mètres de son terrain, d'autoriser M. le maire à émettre un titre de recette de 5 000 € à l'encontre de M. Conti et d'autoriser M. le maire à signer tout document afférent à cette délibération. Il est précisé donc à l'Assemblée délibérante que les travaux de création du poteau d'incendie se feront après encaissement du don de M. Conti dans les 24 mois. Et si l'ouvrage il se passait quoi que ce soit et qu'on ne puisse pas faire l'ouvrage, le don sera donc restitué à M. Conti. Le conseil municipal est donc invité, considérant que l'installation de l'équipement est dans l'intérêt de la commune et des riverains du quartier, à se prononcer sur l'acceptation du don de 5 000 € de M. Conti pour la réalisation d'un ouvrage DECI dans les 200 mètres de son terrain et autoriser M. le maire à émettre un titre de recette de 5 000 € à l'encontre de M. Conti et à autoriser M. le maire à signer tout document afférent à cette délibération. C'est vrai qu'on a récupéré depuis 2023 la compétence et que on a pas mal de trous sur la commune, donc il va falloir effectivement travailler là-dessus. Donc ça c'était l'occasion en fait de pallier un trou dans la raquette. Voilà. Il y a des questions? Oui, vous savez ce que c'est? Enfin, je pense que oui. La SCIA FNLF. C'est une SCI c'est un particulier qui a une SCI qui achète pour faire une construction de maisons. De maisons. Ouais. Okay. Il avait la possibilité de faire la DECI dans son jardin au départ. Il aurait probablement payé tout seul d'ailleurs. Les 15 000 €. Mais l'idée c'était de dire on profite qu'il y ait cette possibilité pour le mettre à un endroit un peu éloigné mais qui permettait d'ouvrir le rayon des possibilités d'utiliser cette DECI. Et la négociation elle était sur le fait de faire porter une partie de cet investissement par le propriétaire et nous le reste, puisque c'était quand même un service qui est rendu, un service public quoi, qui est rendu. Voilà, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? D'accord, très bien. Le rapport 6 est adopté. On passe au rapport numéro 7. C'est une approbation de mandat sur le lancement d'une procédure de mise en concurrence visant à conclure un contrat avec un groupe d'assurance statutaire. Ok, donc la loi du 26 janvier 1984 habilite les centres de gestion à souscrire pour le compte des collectivités qui en expriment le souhait un contrat d'assurance statutaire destiné à couvrir les risques financiers résultats d'un absentisme de leur agent au titre de leurs obligations légales et réglementaires. Maladie ordinaire, congé de longue maladie ou de longue durée, accident de service, etc. Le contrat groupe actuellement en vigueur arrivera à son terme le 31 décembre 2026. À ce titre, le CDG 13 engagera prochainement la procédure de renégociation du marché conformément aux règles applicables de la commande publique. La commune soumise à l'obligation de mise en concurrence de ses contrats d'assurance a la possibilité de se joindre à la procédure de mise en concurrence conduite par le CDG 13. La mission confiée à ce dernier devra être formalisée par une délibération, permettant ainsi à la collectivité de ne pas procéder à sa propre consultation en matière d'assurance statutaire.
Le contrat couvrira tout ou partie des risques suivants. Donc les agents affiliés à la CNRACL, c'est les titulaires. Donc ça couvre les décès, accidents, maladies professionnelles, imputables au service, maternité, paternité, adoption, temps partiel thérapeutique, disponibilité d'office, invalidité. Les agents non affiliés à la CNRACL, on n'en a pas. Pour chaque catégorie d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une ou plusieurs formules. Donc les non-fonctionnaires, eux, sont couverts par la sécurité sociale, donc des contrats privés. Alors, ce contrat prendra effet au 1er janvier 2027 pour une durée de 4 ans et géré sous le régime de la capitalisation. Les taux de cotisation obtenus seront présentés à la commune avant adhésion définitive au contrat groupe. A noter que toutes les collectivités à l'issue de la consultation garderont la faculté d'adhérer ou non. C'est ce qu'on a fait sur le dernier contrat, on n'a pas utilisé, on a trouvé moins cher. Par ailleurs, les frais liés au titre du présent contrat groupe feront l'objet d'un versement d'un montant annuel correspondant à 0,10% de la masse salariale de la collectivité à l'intention du CDG 13 pendant toute la durée du contrat. Il est proposé à l'Assemblée délibérante, compte tenu de l'intérêt d'une consultation groupée, de rallier la procédure engagée par le CDG 13. Donc on invite le conseil municipal à décider de se joindre à la procédure de renégociation du contrat, autoriser monsieur le maire à signer la déclaration d'intention associée et prendre acte que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu'il puisse prendre la décision d'adhérer ou pas au contrat groupe d'assurance des risques statuaires souscrit par le CDG 13 à compter du 1er janvier 2027. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. On passe au rapport numéro 8. Il s'agit de l'acquisition par la commune des parcelles AY numéro 17 et AY numéro 22 appartenant aux consorts Zunino et Seguin, 6 lotissement Le Bosquet. Coralie Morvan. Alors, par courrier du 20 septembre 2023, M. Serge Zunino et M. Olivier Seguin ont sollicité la commune pour la rétrocession de leurs parcelles respectives situées aux 15 et 14 lotissements Le Bosquet. Le lotissement Le Bosquet, c'est dans la descente de Pierre Puget sur la droite. Voilà, faut que je situe, c'est vrai qu'il est bien de savoir où c'est. Donc ces parcelles d'une superficie totale de 201 m² constituent l'impasse du lotissement Le Bosquet desservant leur propriété. Après l'étude du dossier par les services municipaux, la commune a donné son accord pour cette rétrocession par courrier du 19 décembre 2025. Cette impasse fait partie intégrante du lotissement Le Bosquet, dont la voie principale et les espaces verts appartiennent à la commune depuis un acte authentique du 27 octobre 2014. Il est indiqué à l'Assemblée générale que les réseaux publics passent sous l'impasse du lotissement Le Bosquet. Il est proposé de réaliser cette acquisition au prix d'1 €. Il est précisé que l'ensemble des frais relatifs à cette acquisition sera donc à la charge de la commune, notamment les frais de notaire. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'acquisition de ces parcelles selon les conditions précisées ci-dessus et à autoriser le maire à signer l'acte de vente correspondant ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. Il y a des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Rapport numéro 9, acquisition par la commune de la parcelle BK numéro 26 appartenant au co-lotis du lotissement Les 13 Maisons. Je laisse la parole à Coralie Morvan. Alors, lotissement Les 13 Maisons, c'est le lotissement qui est en face de la pharmacie, en fait, à côté du parking de la Poste. Donc, par courrier du 26 novembre 2025, les colotis du lotissement des 13 Maisons ont sollicité la commune pour la rétrocession de la parcelle cadastrée BK 27 leur appartenant. Cette parcelle d'une superficie de 1013 m² constitue la voirie et ses accessoires du lotissement Les 13 Maisons desservant donc leur propriété. Après l'étude du dossier par les services, la commune a donné son accord pour cette rétrocession. Il est indiqué à l'Assemblée générale que les réseaux publics passent là aussi sous la voirie du lotissement. Le cahier des charges dans sa partie réglementaire et notamment le mode de gestion des parties communes deviendra caduc à la date de la signature de l'acte authentique par les parties. Il est proposé donc de réaliser cette acquisition au prix d'1 €. Il est précisé que l'ensemble des frais relatifs à cette acquisition sera à la charge de la commune, et notamment les frais de notaire. Donc le conseil municipal est invité à se
prononcer sur l'acquisition de la parcelle selon les conditions précisées ci-dessus et d'autoriser M. le maire à signer l'acte de vente correspondant ainsi que tous les documents se rapportant à ce dossier. En sachant aussi que ce lotissement des 13 maisons, ils ont demandé aussi à changer de nom. Il faudra aussi travailler avec les habitants pour mettre un nom de lotissement. Parking de l'école, vous pouvez l'appeler. C'est un peu de l'école, mais après, si c'est ce qu'ils veulent, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 10, dénomination d'une voie communale, l'impasse des Lys. Wally. Alors, il est indiqué à l'Assemblée délibérante que l'impasse appartenant au domaine public communal, située donc au 327 avenue Pierre Puget, pardon, j'avais à l'envers, je suis un peu dyslexique. Cadastré section AZ numéro 113 ne porte pas de dénomination. Donc la numérotation du 237 avenue Pierre Puget est le seul numéro pour l'ensemble des habitations. C'est un peu compliqué. Donc, suite à la loi 3DS, il convient de nommer l'impasse et de la numéroter, les habitations pour faciliter leur repérage par les services de secours, le SAMU, les pompiers, les gendarmes, qui ont souvent du mal à localiser les adresses quand effectivement chaque maison ne sont pas connue. Par la poste ou par les autres services publics, par les services commerciaux, enfin en fait par toutes les localisations qu'il peut y avoir. Donc il est précisé qu'il s'agit d'une demande examinée en concertation avec les riverains, qui sont donc demandeurs de cette mesure visant à améliorer leur sécurité et leur quotidien, et qu'il sera procédé à la numérotation des habitations présentes sur l'impasse subvisée selon le système métrique. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante de dénommer l'impasse, son nom au 237 avenue Pierre Puget en impasse des Lys. Alors en fait on a fait impasse des Lys, c'est la continuité, c'est que des fleurs dans ce quartier. Donc on est resté sur la thématique. Donc le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette dénomination et à autoriser le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 11, c'est un bilan des acquisitions et des cessions immobilières réalisées sur la commune de Velot pour l'année 2025. Je laisse la parole à Coralie Morvan. Donc, en 2025, en termes d'acquisition et cession, on a le bilan, enfin il est en annexe, mais le bilan des acquisitions et cessions foncières pour 2025 sont de deux ventes qui sont donc des terrains agricoles qui sont dans la zone du PAEN. Donc on a vendu 6500 m², quartier du chemin du Vallon du Duc, pour une somme de 4 927 €. Voilà, donc le conseil municipal est invité à prendre acte de ce bilan. Voilà, en complément, pour ceux qui pensent qu'on vend tout le patrimoine, on a des gros méchants qui vendent tout le patrimoine de la ville, depuis 2020, entre 2020 et 2025, on a fait 5 ventes. Alors je parle de ventes qui sont significatives de bâtiments parce qu'il y a effectivement eu aussi 9 ventes, mais ça c'est des terrains, des bouts de terrain, des délaissés qui font moins de 6 000 €, donc c'est pas vraiment pris en compte. Mais donc sur ces ventes-là, il y a eu donc les immeubles aux 2 et 6 places Caire pour des choix qui ont été faits en plus de mettre en vente pour permettre des réhabilitations des bâtiments qui jouxtent dans cette place historique, mais qui a été faite par des privés avec l'arrangement pour qu'il y ait des accueils d'activités commerciales avec l'installation d'une coiffeuse au 2 et d'une esthéticienne au 6 pour des montants de 228 500 et de 163 400 €. Ensuite, il y a eu le centre-ville avec la cession de l'immeuble Place Max Caire, l'ancienne mairie dont je parlais tout à l'heure, pour 13 habitats, pour 150 000 € qui ont permis la réhabilitation de 3 logements sociaux et surtout, vous allez me dire, et ça a été dit à l'époque par rapport au prix, ce sont des moins-values qui ont permis de limiter les pénalités SRU sur ces années qui ont suivi. Et en centre-ville toujours, la vente de l'ancien garage qui appartenait à Yémolo pour 294 000 € qui a été réhabilité pour faire un super espace pour la pratique de boxe et différents logements. Et je ne parle pas de la réhabilitation du patrimoine puisque toutes les façades ont été refaites et ça a fortement embelli le coin.
Et enfin, sur la zone d'activité de la Verdière 1, un terrain qui a été cédé pour 135 000 € pour faire le siège social d'une entreprise. Voilà. Je rappelle quand même que toutes ces ventes, elles ont été faites dans le cadre d'une mise en concurrence avec l'appui des agences immobilières locales que je salue bien ce soir, parce que certains font preuve d'une grande gratitude en ce moment. Rapport numéro 11, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Moi, je fais une proposition, on peut pas dire. Je vous le dis, je vous le redis comme je vous l'ai dit l'autre samedi. Écoutez, chacun se reconnaîtra. Ouais, non, mais je sais que c'était dirigé Vous n'avez vers moi. pas d'agence immobilière, monsieur Poirier? Non, pas du tout. Alors vous n'êtes pas du tout visé, monsieur Poirier. Ouais, j'espère bien. Voilà. Non, parce que si on va jusqu'au bout, quand on se permet de dire que la mairie vend tout son patrimoine et qu'on a une agence immobilière qui ont acté ces ventes-là. Oui, mais dans la vie, il faut faire quand même preuve d'un peu d'honnêteté intellectuelle. Et là, je pense qu'on arrive à un niveau qui est quand même assez impressionnant. Il ne faut pas mordre les mains qui nourrissent, comme dirait l'autre. On passe au vote, si vous voulez bien. Il n'y a pas de vote, bien tant mieux. Rapport numéro 12, approbation de la convention de partenariat. Pardon? C'est quoi, on allait dire oui, mais c'est pas grave. Rapport numéro 12. C'est vrai, oui. Oui. Approbation de la convention. Ça arrive plus souvent que vous ne le pensez, monsieur Marais. Ah ben, il y a des choses concrètes, hein, tout est écrit, donc on pense rien du tout. Hein. Comment vous savez que je pense des choses? Non, mais le ça arrive. Donc. Ah d'accord. On passe au rapport numéro 12, si vous voulez bien. Avec l'approbation de la convention de partenariat entre la commune de Velot et GRDF dans le cadre de l'accompagnement à la transition énergétique et à la décarbonation des bâtiments à usage tertiaire. Je laisse la parole à Coralie Morvan. Alors, il est rappelé à l'Assemblée délibérante que le dispositif éco-énergie tertiaire, issu du décret tertiaire publié le 23/07/2019, impose une réduction progressive des consommations énergétiques dans les bâtiments à usage tertiaire, notamment pour les propriétaires de bâtiments tertiaires dont la surface d'exploitation est supérieure à 1000 m², afin de lutter contre le réchauffement climatique. Il est précisé que dans le plan de sobriété approuvé à l'unanimité par le conseil municipal du 13 décembre 2022, axe 4, il est prévu d'accentuer les investissements en matière de sobriété, notamment sur les écoles. La commune et GRDF souhaitent établir un partenariat pour accompagner l'amélioration et l'efficacité énergétique, la décarbonation des groupes scolaires Jean Jaurès et Jean Giono qui utilisent l'énergie gaz. Donc, conformément aux conditions mentionnées dans la convention et partenariat, si annexé, la commune s'engage à réaliser des études pour considérer des solutions au gaz visant à répondre aux ambitions d'efficacité énergétique et en particulier des solutions d'hybridation répondant aux exigences de la RE 2020. Ça, c'est technique. C'est un revin. C'est 2020, Oui, 2020, c'est bien. En fait, ouais, donc c'est comme l'ART, c'est pas. Mais ça, je sais que c'est votre dada. Ouais, alors en fait, ça va nous permettre aussi de travailler sur l'évolution donc des chaudières dans nos écoles, puisque c'est un sujet que beaucoup affectionne. Voilà. Et du coup, ça va être aussi la solution de trouver du chauffage, on va dire, qui va être plus propre. Mais en même temps, c'est aussi le rafraîchissement de nos écoles, parce qu'on sait qu'avec le réchauffement climatique, ça devient complexe et qu'il va falloir aussi trouver des solutions, mais qui soient propres aussi. Donc, on va travailler donc avec des organismes, là effectivement GRDF, pour pouvoir faire des études et qui puissent nous donner aussi des orientations. Donc la collaboration avec GRDF pour atteindre les objectifs du décret tertiaire qui vise à diminuer 40% ses consommations énergétiques d'ici 2030. Diffuser la convention au sein de ces sites et étudier l'approvisionnement en gaz vert et la valorisation des biodéchets. Et du côté de GRDF, c'est accompagner la commune dans ses projets de construction et de rénovation, notamment dans le cadre du décret tertiaire. Donc c'est là qu'ils vont intervenir vraiment sur les écoles. Fournir des études, des analyses et des conseils pour optimiser les installations existantes. Proposer un engagement financier pour un montant total de 6 000 €, ventilé donc sur 2 500 € pour des études thermiques réalisées par la commune, pour les opérations de construction et rénovation, 2 000 € pour opérations d'installation de solutions de gaz innovantes
et 1 500 € par action de marketing et de communication. Insertion de presse, réalisation de newsletter, après il faut bien qu'ils communiquent sur ce qu'ils font. Il est proposé donc à l'Assemblée délibérante d'approuver la convention de partenariat annexée à la présente convocation. Le conseil municipal est invité à approuver la convention de partenariat entre la commune et GRDF dans le cadre de l'accompagnement à la transition énergétique et à la décarbonisation des bâtiments à usage tertiaire et autorisé. Le maire a signé. Il y a des questions, on vote. On va voter, donc qui est contre, qui s'abstient. Le rapport 12 est adopté. On passe au rapport numéro 12. Si je veux. Au rapport numéro 13 avec l'adhésion à la convention d'accompagnement pour le suivi de l'opération façade, embellissement des façades et de paysages de Provence du Conseil d'architecture, donc le CAUE, et de l'environnement des Bouches-du-Rhône tant qu'il existe encore. Ouais, alors à savoir quand même en faisant un petit historique que le CAUE au niveau de. On a quand même 3 bâtiments qui ont été travaillés en partenariat avec le CAUE sur la place du village. Donc c'est ce qui a permis à des propriétaires de rénover avec de rénovation de qualité. Et je trouve que ce partenariat est intéressant et donne un coup de pouce pour améliorer nos centres villages. C'est plus qu'un coup de pouce, puisque les aides elles sont à hauteur de 70%. Mais tout le monde ne le fait pas quand même. Oui, parce que ce sont des dossiers qui sont assez durs à mettre à monter. C'est rigoureux. Voilà, ils sont très rigoureux, mais il y a aussi les architectes du CAUE qui sont là pour faire des permanences et accompagner les gens qui veulent le faire. Et c'est vrai que quand c'est fait, et principalement sur le cœur du village, c'est un vrai plus pour le village, pour le patrimoine. Donc il est rappelé à l'Assemblée délibérante que la commune a adhéré le 29 juin 2021 au règlement départemental d'attribution de la subvention opération façade, dans le cadre du nouveau dispositif aide à l'embellissement des façades et des paysages de Provence du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Le dispositif repose sur l'intervention d'un architecte conseil qui est urbanisme et de l'environnement des Bouches-du-Rhône. Donc il est nommé par le CAUE. Il est mobilisé à chaque étape du parcours des pétitionnaires, depuis l'élaboration des recommandations jusqu'à la vérification finale de leur conformité. Ces permanences et déplacements sont intégralement donc financés par le CAUE. À Velot, il vient tous les 15 jours, le vendredi après-midi. Il est indiqué à l'Assemblée délibérante que le CAUE de France traverse donc une crise financière brutale provoquée par la mise en application d'une réforme des procédures de collecte de la taxe d'aménagement. Donc, compte tenu du contexte budgétaire, le CAUE 13 n'a plus la capacité financière d'assurer l'intégralité du service dans les mêmes conditions. La commune souhaite maintenir ce dispositif dans sa globalité et envisage d'établir une convention spécifique avec le CAUE 13 moyennant une participation financière de 2 000 € par an. Donc il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver l'adhésion à la convention d'accompagnement pour le suivi des opérations façades présentées en annexe. Ouais, je pense que c'est important de poursuivre si on veut continuer à embellir notre centre-village, puisqu'on c'est quand on a voté l'élargissement de la zone, c'était l'année dernière, périmètre. Le périmètre. Le conseil municipal est invité à approuver l'adhésion à la convention d'accompagnement pour le suivi de l'opération façade, embellissement des façades et des paysages de Provence du CAUE 13 et d'autoriser le maire à signer ainsi que tous les actes de documents relatifs à cette convention. On sait que le CAUE 13 est quand même une instance qui est un peu en danger, avec les coupes budgétaires qui ont lieu au niveau du département. Pour faire partie du CA, d'ailleurs du CAUE 13, j'ai pu participer à la dernière réunion qui était assez pessimiste sur le devenir. Donc l'idée c'est de se dire que si on peut en bénéficier pendant encore un certain temps, même en payant un peu cher, c'est 2 000 € pour la commune, mais il faut savoir que quand un particulier peut avoir 70% sur sa façade, on s'y retrouve vite et le périmètre, certes il a été élargi, mais ça reste le périmètre de l'avenue de la Gare et rue République, je crois, de la République et tout le pourtour du vieux village et de la place. Voilà, il y a des gens qui s'en servent et tant qu'on peut arriver à
à le maintenir, il faut essayer de le maintenir et puis on verra ce qu'il arrive dans les années qui viennent. Le dernier dossier, c'est le bâtiment où il y a la boulangerie. Voilà, qui a été refait. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rapport numéro 14, approbation de la convention de mise à disposition de locaux et de biens municipaux à l'association. Je croyais que j'avais entendu quelque chose. C'est vrai. C'est Greg qui voulait intervenir peut-être. Non, c'est bon. Bon, voilà. Donc c'est l'approbation donc, de convention de mise à disposition de locaux et de biens municipaux à l'association Dragon Thai Boxing à titre gratuit. Il est indiqué à l'Assemblée délibérante que l'association Dragon Thai Boxing, dont le siège se situe au 1 rue André-Marie Ampère à Velo, sollicite la mise à disposition de l'espace Nova Velo à l'occasion de l'organisation d'un événement autour des armes de combat, Velo Fight Night, pour la 3e édition, du 20 au 21 mars 2026. L'association prendra à sa charge la gestion de la billetterie, les droits d'auteur et les droits voisins. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver cette mise à disposition afin de soutenir cette animation sportive conviviale familiale dont les conditions sont fixées par la convention annexée à la présente délibération. Le conseil municipal est invité à approuver la dite convention et à autoriser le maire à la signer. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur le maire. Oui. Billetterie, les gens payent la billetterie. Oui, tout à fait. D'accord. On fait gratuit. Oui. C'est une association de la ville qui nous aide à... Si vous voulez que je vous réponde, oui, c'est moi vous répondre. Après, vous serez probablement pas d'accord avec moi, mais je vais au moins vous répondre, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser une association qui est en plein essor, comme d'autres associations de la ville, que nous aidons aussi, hein. Le CCRS, le CRSL, excusez-moi, le CCRS aussi d'ailleurs, sur d'autres manières. Mais bon voilà, il y a des associations qui ont beaucoup d'adhérents et qui proposent à la ville et donc aux habitants d'organiser des événements qui sont des événements qui, à mon sens, participent au rayonnement de la ville et puis permettent aux jeunes d'avoir un moment particulier où les gens peuvent venir. C'est ni plus ni moins que la même chose que le gala de danse, le gala de musique. Et donc c'était important à savoir que quand même l'organisation d'une soirée comme ça nécessite de faire venir des combattants. Il y en a certains qui sont des adhérents et des bénévoles de la ville, mais il y a aussi, pour attirer du monde, il y a aussi des professionnels. Ça a un certain coût, c'est pas énorme, mais ça a quand même un certain coût. Et nous on les accompagne progressivement pour faire en sorte que l'événement puisse se développer. Bien entendu que si demain il est à l'équilibre et qu'il rapporte, on verra les choses différemment, mais il est à l'image de ce qu'on fait pour nos autres associations de la ville qui, à un moment donné, ont le désir de faire un bel événement sur la ville et pouvoir en plus se développer de cette manière-là. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Ok. Le rapport numéro 14 est adopté. Dans la même série, sur le rapport numéro 15, il s'agit de l'approbation de la convention de mise à disposition de locaux et de biens municipaux au collège Roquepertus de Velo à titre gratuit. Donc c'est la même chose. Mise à disposition gratuite de l'espace Nova à l'occasion de l'organisation des représentations de la section hip-hop le 4 juin 2026. Le collège assurera l'accueil du public, prendra à sa charge les droits d'auteur et les droits voisins. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver cette mise à disposition afin de soutenir la section hip-hop du collège dans les conditions fixées par la convention annexée à la présente délibération. Le conseil municipal est invité à approuver la dite convention et à autoriser monsieur le maire à signer. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ah, c'est marrant. Vous abstenez maintenant. Vous votez pour, donc là, c'est bien. Ouais, il s'agit à peu près de la même chose. Unanimité, ouais, c'est ça. Oui. Non mais c'est quand même les enfants de notre collège. Oui, ce sont les enfants. C'est pas les miens, mais Ce sont les enfants et les adultes de nos écoles d'arts martiaux. Bon, il y a peut-être une différence. Hein. On passe au rapport numéro 17. La 16. C'est l'adhésion à la charte d'engagement. Je peux le dire une fois, non? 10 fois, c'est beaucoup. C'est l'adhésion à la charte d'engagement. Mais je ne zappe pas Fabrice du tout, il va pouvoir prendre la parole. Donc le rapport numéro 16. Adhésion à la charte d'engagement commune qui sauve, engagée aux côtés de nos pompiers, portée par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et je laisse la parole à M. Fabrice Matois, adjoint délégué à la sécurité.
Alors, il a indiqué à l'Assemblée délibérante que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, FNSPF, propose aux communes d'adhérer à la charte d'engagement communes qui sont engagées aux côtés de nos pompiers. Celle-ci vise à renforcer la sécurité civile, la prévention des risques et la résilience sécuritaire. La Fédération nationale, aux côtés des unions départementales des sapeurs-pompiers, accompagnera les communes signataires dans le partage de bonnes pratiques et la valorisation de leur action. Dans un contexte marqué par les défis climatiques croissants et l'actualité avec la tempête Nice, la fragilité des territoires face à la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, technologiques et sanitaires, ainsi que par la crise du volontariat et l'évolution du service public. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France souhaite renforcer son dialogue avec les élus locaux afin de co-construire des territoires plus sûrs, attractifs et résilients. En signant cette charte, la ville rejoint le réseau de communes engagé aux côtés des sapeurs-pompiers et s'engage à faire de la commune un acteur pleinement mobilisé face au risque. Se présenter les actions déjà réalisées par la commune répondant aux 5 critères d'engagement de la charte des savants. Favoriser la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires par des conventions de mise à disposition. Promouvoir la culture communale de la prévention par la mise en place du DICRI, le document d'information communale sur les risques majeurs, avec une mise à jour tous les 5 ans, ainsi que par l'élaboration et l'actualisation de la commune action verte, ICS, pour lequel la commune participe, organise l'exercice, entraîne d'en évaluer l'efficacité et d'améliorer sa gestion en situation de crise. Former élus et agents au geste qui sauve, depuis 2020, 61 agents ont été formés au premier secours. De plus, les référents de la télé partagés ont fait cette formation. Une réserve communale de sécurité civile. La réserve communale de sécurité civile a été créée par la délibération en date du décembre 2019 45 réservistes non recrutés. Soutenir les amicales des sapeurs-pompiers durant le mandat 2020-2026, la commune a versé des subventions à l'amicale des sapeurs-pompiers, à l'école des jeunes sapeurs-pompiers de la base village de l'Arc, ainsi qu'au pupille des sapeurs-pompiers du département Lyon-Fès. Le conseil municipal et interne a approuvé l'adhésion à la charte d'engagement de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de l'île qui sont engagés aux côtés des pompiers, annexés à la présence de convocation et à la commission de le maire à la Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Merci Fabrice de nous avoir mis la puce à l'oreille, de nous permettre de pouvoir s'engager encore plus près de nos pompiers. Je sais qu'on a besoin d'eux et on est bien heureux de les retrouver sur différents moments de la ville, de l'année. Donc si tout le monde en est d'accord, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour le rapport numéro 16, je vous remercie. Rapport numéro 17, il s'agit d'un rapport d'activité au titre de l'exercice 2024 de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc il est rappelé à l'Assemblée délibérante qu'en vertu de l'article L 52-1139 du Code général des collectivités territoriales, le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit adresser chaque année au maire de chaque commune membre un rapport qui retrace l'activité de l'établissement accompagné du compte financier unique arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. C'est un rapport qui fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique et le rapport d'activité 2024 de la métropole Aix-Marseille-Provence a été délibéré au conseil métropolitain du 6 octobre 2025 et transmis à la commune de Velot par courriel en date du 5 janvier 2026. En ce qui concerne les différentes thématiques métropolitaines, on peut parler de mobilité de voirie avec la finalisation, en ce qui nous concerne, du plan local de mobilité de la basse vallée de l'Arc qui a été signé, et l'élaboration d'une feuille de route sur du plan vélo 2025-2030. En ce qui concerne l'économie, l'emploi et les relations internationales, il y a 1374 entreprises qui ont été accompagnées par la métropole et 2485 à travers le réseau ECO, avec 148 implantations d'entreprises sur le territoire, 1 033 000 € d'aides engagées pour financer les associations de zones d'activité économique et 30 millions d'euros de recettes européennes perçues durant l'année. Avec un aménagement durable, d'habitat, d'inclusion et de cohésion territoriale, notamment avec le SCOT, le schéma de cohérence territoriale métropolitain, qui traduit l'ambition métropolitaine de développement et d'aménagement du territoire jusqu'en 2040, qui a été arrêté au Conseil métropolitain du 27 juin 2024, qui nous permettra notamment d'avancer sur notre plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI. Le plan local de l'habitat aussi, qui a été approuvé au Conseil métropolitain du 22 février 2024, toujours en lien avec l'élaboration de notre PLUI,
à travers la gestion durable du cycle de l'eau, avec l'approbation des premiers schémas directeurs métropolitains de l'eau et de l'assainissement, avec plus de 70 millions d'euros par an en moyenne pour améliorer et développer les infrastructures de l'eau, plus de 32 millions d'euros par an pour améliorer et développer les ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines. Et à travers la transition énergétique et environnementale, la culture et les équipements, avec l'adoption du plan de prévention du bruit dans l'environnement PPBE, avec 11 759 217 euros de subventions pour un total de 98 opérateurs en matière de spectacle vivant et de musique actuelle, bien que nous n'ayons pas eu à en bénéficier cette année. Heureusement que le département est là pour prendre sa part. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions plus précises Non, on va voter donc ce rapport. On prend acte, donc je vais vous demander de prendre acte de ce rapport. Et on nous permet de passer directement au rapport numéro 18. Il s'agit d'un rapport annuel métropolitain 2024 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement. Je laisse la parole à Coralie Morin. Comme chaque année, on fait le petit rapport sur l'eau, l'assainissement et après sur les déchets ménagers. Alors, l'eau et l'assainissement. Donc, le prochain rapport aborde la question de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Nous avons l'obligation de communiquer en conseil municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Cette compétence est métropolitaine, mais le législateur a imposé que les conseillers municipaux en soient informés. La gestion de l'eau et de l'assainissement est déléguée respectivement à la Société Agricole Provence Eau, APE, filiale de la Société des Eaux de Marseille, et à la Société Agricole Provence Assainissement, l'APA, filiale de la SOR. Donc via des contrats de DSP, délégation de service public, d'une durée de 12 ans. En vigueur donc depuis le 1er janvier 2013. Les contrats ont pris fin le 31 décembre 2024. Ces missions sont désormais respectivement assurées depuis le 1er janvier 2025 par la société Vivaego, filiale également de la Société des Eaux de Marseille, et la société Vivia, filiale également de la SOR. Donc petit résumé, tarif donc à Velot au 1er janvier 2025. L'eau c'est 2,33 € TTC par mètre cube, contre 2,23 en 2024. L'assainissement, c'est 1,47 TTC par mètre cube contre 1,56 en 2024. Les chiffres clés de l'année 2024. 1,92 million d'habitants desservis en eau potable contre 1,94 million en 2023. 489 659 abonnés en 2024 contre 496 563 en 2023. Donc on a des diminutions d'habitants qui sont abonnés. Plus de 126 millions de mètres cubes vendus en 2024 contre 130 millions en 2023. 102 unités de traitement en 2023. 7545 km de canalisation de distribution en 2024 contre 7782 en 2023. En 2024, le taux d'impayé sur les factures d'eau est de 2,91%. Il est en hausse par rapport à 2023 et toujours plus élevé que la moyenne nationale qui se situe à 2%. Il est noté que la loi du 15 avril 2013, dite la loi Brotte, interdit aux distributeurs de couper l'arrivée d'eau ou d'en réduire le débit dans un logement, lorsqu'un client ne paye plus sa facture. Cette loi donc diminue fortement les actions de coercition en cas d'impayé. Donc ça c'est pour l'eau. Pour l'assainissement, donc il y a 1 816 017 habitants qui sont desservis en 2024 contre 1 832 273 en 2023. 410 737 abonnés pour 2024, 417 074 2023. 97,19 mètres cubes facturés en 2024 contre 97,26 le mètre cube facturé en 2023. 27 738 tonnes de boue évacuée. Ça fait quand même.
en 2024 et 27 808 tonnes en 2023, ça stagne. 71 stations d'épuration et 5 525 km de réseau de collecte. En 2024, le taux moyen d'impayé sur les factures d'assainissement est de 1,40%. Il est en baisse par rapport à 2023 et se situe en dessous de la moyenne nationale, qui est de 2,3%. Il faut savoir que donc on a un lien très régulier avec les services de la métropole et ses compétences pour en fait la gestion de tout ça. C'est donc un document qui est prendre acte, il n'y a pas de vote non plus sur ce rapport numéro 18. Après il y a peut-être des questions. Rapport 19. Rapport annuel métropolitain 2024 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. Alors, le prochain rapport aborde la question sur la gestion des déchets. Donc c'est pareil, nous avons l'obligation de communiquer en conseil municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité de la gestion des déchets. Cela permet donc de faire un bilan des actions et porter à connaissance le fonctionnement de la gestion des déchets. Les déchets sont gérés de manière territorialisée par la métropole et anciennement par les conseils de territoire avec un budget propre qui s'équilibre via la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La métropole gère cette prestation avec des agents affectés à cette compétence, 2268 agents sur l'ensemble du territoire métropolitain, et des entreprises qui ont obtenu des délégations de services publics ou des marchés publics. Le service métropolitain est un partenaire quotidien avec des relations usagers métropole ou agents de la commune avec les agents de la métropole. À Velot, donc la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte est réalisée par la société SMN, entreprise qui s'occupe également de la collecte sélective. La société Paprec Méditerranée collecte les emballages et l'entreprise Vial SAS collecte le verre et le papier. Donc chiffre clé pour le territoire. Au total, 1 079 221 tonnes de déchets ont été pris en charge par les différents services, soit près de 564 kg par habitant. Ça c'est donc 2024 et en 2025 pardon, et 2023 c'était 571 kg par habitant. Donc c'est un petit peu mieux. La répartition du tonnage prise en charge par la métropole est la suivante. 57% sont constitués d'ordures ménagères résiduelles, 30% sont issus des collectes de déchetterie, 8% sont issus de la collecte sélective et 5% sont issus d'autres collectes et apports divers. En 2023 et 2024, les évolutions des flux principaux sont les suivants. Ordures ménagères, plus 0,10%, collecte sélective, plus 4,5%, et les déchetteries, par contre, moins 2,9%. Au total, la quantité des déchets ménagers et assimilés et collectés a diminué de 0,7%. Sur Velot, les ordures ménagères, ça correspond à 2584 tonnes. Collecte sélective porte-à-porte, 391 tonnes. Emballage en point d'apport volontaire, 34 tonnes. Papier en point d'apport volontaire, 19 tonnes. Et les verres en point d'apport volontaire, 247 tonnes. Donc voilà, vous savez tout sur la gestion des déchets sur le territoire. Bon, il n'y a pas de vote non plus là. Non, c'est pareil. Pas de remarques. Allez, on passe au rapport 20, sur les décisions du maire. Ce qui concerne l'urbanisme, on retrouve une demande d'aide financière du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans le cadre du dispositif d'aide à l'embellissement des façades et paysages de Provence. Donc avec 25 685,12 € qui sont sollicités et 2 conventions d'occupation précaire de logements communaux, un dans le complexe sportif Albert Camus et avenue Jules Andreau et un Bastide des Deux Sœurs, allée Louis Sibétal. En ce qui concerne la culture, les décisions concernent une demande de subvention au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour l'acquisition de matériel scénique et l'équipement technique pour la modernisation de l'espace Nova Velot, avec 30 893,37 € sollicités. Une convention de mise à disposition de l'espace Nova Velot pour la société Sonnepar dans le cadre de l'organisation d'un séminaire d'entreprise le 20 janvier 2026 pour 4 900 €. 2 conventions de mise à disposition gratuite de l'espace B et du bar situé au sein de l'espace Nova Velot avec des associations dans le cadre de l'organisation de concerts les 22 janvier et 5 février 2026. Développement économique et emploi, la décision concerne des baux précaires pour les boutiques éphémères.
la vie locale avec 5 conventions de mise à disposition de locaux et des associations, 3 pour l'exercice de leurs activités, 1 pour la tenue des réunions occasionnelles et 1 pour l'organisation d'un spectacle d'improvisation théâtrale. Service technique, on retrouve ensuite la cession d'un véhicule, une demande d'aide financière au conseil. Le maire, la cession du véhicule, c'est pourquoi tu vas passer par Agoras Parce que c'est un véhicule accidenté et qui a été estimé par les assurances et qui ont proposé le rachat du véhicule. D'accord. Voilà. Donc le véhicule à racheter par les assurances. Exactement. Ensuite, il y a une demande, comme je le disais, d'une aide financière au conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour des études pour un projet de construction d'une centrale solaire photovoltaïque en autoconsommation collective pour 21 420 € sollicités et une autre pour l'acquisition de 20 pièges à frelons asiatiques et orientaux supplémentaires pour 385 € sollicités. Il y a ensuite l'attribution du marché à procédure adaptée de travaux pour l'entretien par fauchage des accotements, fosses et délaissés des voies de la ville à l'entreprise Arboriste du Sud pour 37 729 €. Pour ce qui concerne le social, une décision qui concerne une convention d'occupation précaire d'un logement pour des occupants bénéficiant d'un accompagnement par le CCAS, une durée de 2 mois à raison de 100 € par mois. En ce qui concerne le social, il y a une décision qui concerne une convention d'occupation précaire d'un logement pour des... Je l'ai dit déjà ? Oui. Bien, je vous le confirme à nouveau. Et pour la population, enfin, on retrouve une décision qui concerne l'attribution d'une concession. Alors, en ce qui concerne les questions de l'opposition, j'imagine que nous sommes en train d'atteindre une espèce de perfection au niveau de la façon dont nous gérons la vie. Vous avez besoin de vous encenser. Il n'y a aucune question, donc je m'en réjouis. Ah ouais, mais bon, on a voulu être gentil pour le dernier, peut-être. C'est vrai, vous vous réservez pour la campagne. Peut-être, je sais pas. Bon, écoutez, en tout cas, je vous remercie. Tu veux dire quelque chose d'Albert ? Oui. Bah oui, il s'en va, alors il va faire son pot de départ. Ça lui appartient. Hein. Non, mais Tu as pas pu c'est mon dernier conseil municipal, donc je voulais remercier avant tout les techniciens de la ville pour leur sérieux d'implication et particulièrement Fanny et Agnès avec qui on a bien travaillé pendant 6 ans, qui m'ont appris pas mal de choses. Entre autres, elles ont mis en place un logiciel qui permet de prévoir les dépenses et simuler les résultats en fonctionnement et en investissement. Donc c'est un super outil, très peu de communes l'ont. Je voulais remercier les élus, alors les élus de l'opposition pour avoir supporté ces longues présentations qui ne vous ont pas toujours très intéressés. Je vous remercie d'avoir voté contre tous les budgets. Je vous remercie d'avoir voté contre. C'est peut-être pas forcément le nôtre. Je remercie aussi, tu connais le remerciement, c'est comme toi on a le nominé. Je remercie bonne équipe. On a travaillé 6 ans ensemble, plutôt dans une très bonne ambiance. Donc ça a été un bon moment. Et pour finir, je remercie mon ami Yannick. Ça fait 8 ans qu'on se connaît, 8 ans qu'on travaille ensemble. Il m'a fait confiance. On a pris souvent des décisions qui étaient pas faciles à prendre. Et on a bien bossé, on a eu de bons moments. Et on a appris avec tous les deux comment gérer une commune grâce à notre équipe et nos techniciens. Voilà. Merci à tous. Bon les amis, merci à Télévélo d'être encore là. Merci à nos agents qui sont là pour préparer ces conseils municipaux. C'était le dernier. Voilà. C'est bien tout ce que vous pourra. Merci à vous. C'est lui qui a 4 ans. Vous voulez bien, pour ceux qui le veulent, on va se boire un petit pot d'amitié vu que c'est la dernière. On est bien connu, bien entendu. Ah oui, là, c'est voilà.